essentiel des transformations urbaines majeures. Son travail porte sur l'élaboration de stratégies de renouvellement urbain dans des contextes post-industriels, l'intégration de l'agriculture dans l'environnement urbain et l'exploration du régionalisme critique, de la résilience, de la réversibilité et du réarrangement architectural dans le contexte de l'Anthropocène. Il est intéressant de voir que leur agence a une approche pratique de la maîtrise d'œuvre, mais aussi également de recherche. Et je fais juste voilà, un petit point sur les conférences qu'il y aura à venir qui pourront être intéressantes. Lundi prochain, le 10 mars, on accueille l'architecte, designer et écrivain autrichien Theo Deutinger, connu pour ses projets qui touchent à la géopolitique, à l'urbanisme et à l'architecture. Et il viendra parler notamment de son livre Handbook of Tyranny, dans lequel il parle notamment de la ville comme une infrastructure de contrôle. Et le 1er avril, on aura une conférence tenue par le chef du projet français Christophe Rottinger sur Herzog et de Meuron. Donc voilà, je laisse la parole. Je te remercie. Allô. Bonjour tout le monde. Je pense que c'est pas vraiment une conférence, mais c'est plutôt un échange entre vous et moi. Déjà, je tiens à remercier à Raphaël, à Alice, Milena d'avoir m'invité, d'être là aujourd'hui pour être avec vous. Moi je suis Thuy Mai, architecte vietnamien basé à Hanoi, la capitale du Vietnam, mais aussi la ville la plus polluée du monde. Je fais mes études en France, diplômé en 2017 à Paris-Malaquais. Puis je fais un autre master à Leibniz, Universität Anna Hanovre en Allemagne. Puis je travaille chez Jean Nouvel et Dominique Perrault pour quelques années. Puis je retourne au Vietnam il y a 2 ans, presque 2 ans, pour monter mon propre agence qui s'appelle Hanoi Ad Hoc. Et Ad Hoc Practice, c'est comme un binôme de recherche et création, un peu inspiré de la moderne de Oma et Amo de Rempoulas. Donc la conférence aujourd'hui intitulée La généalogie de l'ad hocisme. Je commence par un livre qui s'appelle Ad hocism, The Case for Improvisation de Charles Janks et Nathan Seaver. Maintenant reconnu comme un des textes fondamentaux de postmodernisme. En tant que principe de conception, l'ad hocisme commence par des improvisations quotidiennes. Une bouteille comme une porte de bougie, un dictionnaire comme une caille-porte. Contrairement à une méthode traditionnelle de planification descendante, parfois trop planifiée, ad hocisme est une alternative qui met en valeur, met en avant le processus d'adaptation contextualisé et hautement flexible, interchangeable entre temporalité et permanent. Voici, c'est une photo prise en mars 1968. C'est un événement historique. Le pont Trung Tien, près de Hue, au centre du Vietnam, avait été partiellement détruit lors de l'offensive du Tet pendant la guerre du Vietnam. Les gens ont remplacé le tronçon de manière improvisée par les bateaux et ça devient une solution permanente pendant toute la guerre, permettant les gens de traverser le fleuve et aussi le combat a continué. Le deuxième photo, c'est une photo une des moines le plus influenceurs du Vietnam maintenant, qui s'appelle Thich Minh Tuệ.
Il pratiquait une pratique qui s'appelle Hakdoda en retirant sa famille et ses biens pour trouver la paix en marchant. Mais je ne vais pas parler de son pratique bouddhiste ici, mais plutôt concentré sur le costume qu'il porte. Qu'on voit bien que c'était fabriqué à partir des pièces de textiles trouvées sur le chemin pèlerinage. Il ne s'agit pas seulement de promouvoir l'idée de recyclage, de réutiliser et de l'économie circulaire, mais le plus important est de réduire la culpabilité des personnes autour de soi et aussi de protéger soi-même. Parce que par nature, ce qui compose ce vêtement c'est des objets abandonnés et sans valeur. En d'autres termes, Atroxism fait partie d'un système de pensée bouddhiste contribuant à éliminer l'avidité, la colère et l'ignorance. Voici les trois peintures traditionnelles de Hangzhou. C'est un quartier dans le vieux quartier du Vietnam, de Hanoï, représenter la vie quotidienne des Vietnamiens. Dans ces trois œuvres, si vous regardez bien, il y a un élément apparaître sous trois fonctions différentes, en fonction des trois espaces, moments et événements différents. En vietnamien, cet élément est appelé Cái Phan. Il est peut-être utilisé comme le table de réunion à la cour impériale dans la première image, comme le lieu pour discuter entre les intellectuels dans le deuxième, ou encore comme un espace pour poser des fruits à offrir aux ancêtres. Donc l'atrocisme ici peut être comprise comme la flexibilité des fonctions ou autrement dit le pragmatisme. Cela se voit dans la vie urbaine quotidienne dans les ruines de Hanoï. Ces chaises en plastique sont omniprésentes sur les trottoirs d'Hanoï. Selon l'organisation, elles peuvent servir de chaises ou de table. Les trottoirs représentaient un type d'organisation de l'espace typique de la ville, allant au-delà de leur fonction principale, qui est de marcher. L'occupation non officielle de l'espace public donne vie à l'espace urbain. Selon l'heure de la journée, ces espaces peuvent avoir des statuts différents, comme une extension de l'espace domestique. L'improvisation et de la contextualisation sont des éléments clés de la Atroxism. En conséquence, les frontières entre l'espace public et privé, l'espace de vivre et de production deviennent un spectre plutôt qu'une frontière nette. Le modèle de maison type est un exemple de symbiose entre espace de vie et espace de production, se développant linéairement en profondeur. Et cela se reflète également dans l'espace de vie des villages liés à la production agricole dans le delta du fleuve Rouge, comme dans le premier image. Depuis plus de 400 ans, cette relation n'a pratiquement pas changé. Comme vous voyez, ça c'est une peinture sur un village, mais on voit très bien il n'y a pas vraiment une sorte de limite entre le champ et la maison. Tout est en continuation. Et ce spectre peut être vu comme une conséquence de l'atroxisme.
L'adhocisme peut être considéré comme une caractéristique locale qui se manifeste à différentes échelles. Des histoires quotidiennes sur le trottoir, des comportements des habitants urbains, le tissu urbain de la ville et la forme des habitats, les aspects publics ou les transports urbains partagent tout un même ADN. L'architecture est fondamentalement une profession ancrée localement, mais si elle est vue comme un produit commercial, elle doit être capable de se répandre et d'être exportée. Les personnes extérieures de notre communauté le percevoir davantage comme une intelligence collective que comme la signature d'un individu. Et c'est pourquoi le branding national est souvent plus important que ton propre nom. Cette contradiction donne naissance à une tendance où l'architecte devient un ambassadeur des meilleures caractéristiques de la civilisation à laquelle il appartient. Et je pense que je ne fais pas l'exception. L'adhocisme peut donc être vu comme mon bouée de sauvetage, alors que ce qui est le plus vietnamien a presque été exploité par des générations précédentes, comme vous voyez ici, comme Võ avec le bambou, l'architecture verte, AACB avec le travail artisanal, Tropical Space avec la tropicalité et en plus en tout cas avec son approche sur la frugalité et l'architecture pour la communauté. Donc c'est pour ça que j'ai fondé Hanoi Ad Hoc et Ad Hoc Practice en 2020 comme une plateforme de création et de recherche axée sur les problématiques urbaines situées. Et d'autres thèmes, ma pratique se base entièrement sur la recherche conceptualisée et hautement personnalisée en fonction du lieu, en mettant l'accent sur le processus plus que sur des solutions ou de conception fixe. L'adhocisme est donc une méthodologie de conception qui permet non seulement l'improvisation, mais la considère comme la méthode la plus efficace, contextualisée, adaptative et résilient, répondant aux besoins spécifiques d'un moment donné. Donc ici, c'est les trois actes principaux de notre processus de création et de recherche, comprenant archiver, théoriser et provoquer. J'ai eu la chance de rencontrer Rem Koolhaas en 2018 pour parler mon idée d'étendre son travail sur éléments des architectures à l'échelle urbaine qui est la ville. Et selon lui, la ville peut être perçue comme une composition composée des éléments tels que des usines, des logements, des rivières, la nature, des espaces publics, etc. Et nous avons commencé par étudier des usines. Parce que Hanoi est une ville en plein de processus d'urbanisation rapide. Ces pressions entrecroisées avec la relocalisation des centaines d'usines du centre-ville, déclenchant d'importantes opérations de réaménagement des terrains. Ces opérations sont des agents responsables de la disparition de la mémoire collective, de l'identité et de la dynamique sociale de la ville. Considéré comme par l'historien Tim Dolan comme l'une de trois grandes œuvres ferroviaires coloniales construites au début du XXe siècle, l'usine de train de Salem a été initialement conçue comme un dépôt mécanique
où les locomotives étaient entretenues et réparées. L'usine ne se contente pas de servir à la circulation des marchandises, elle cultive aussi la mobilité des cultures et des idéologies, actuellement programmées pour être relocalisées, et l'avenir de l'usine sont incertains et menacés par la pression de réaménagement urbain. Et quand je suis arrivé faire la première visite, l'usine était une partie abandonnée. C'était un endroit où on se trouve plus de 30 tonnes de déchets industriels dans un état inhabitable. On a passé 2 semaines pour nettoyer et décontaminer le lieu pour commencer le projet. Et quand je pense au projet, j'essaie de trouver des raisonnements pour que le projet ou la conception soit trouvé ici comme une réponse seule pour le lieu. Et c'est pour ça que le projet est organisé sous la forme de riz. Rend hommage à la richesse tapisserie du patrimoine industriel vietnamien qui a débuté au milieu du XXe siècle. La structure de la RI qui se rapporte à l'idéologie socialiste sur l'égalité, l'efficacité de la circulation et de la production qui ont favorisé l'industrialisation et la modernisation. Refléter cette approche de l'organisation spatiale. Cela rappelait le fameux plan Henri du quartier exemplaire à Barcelone, où le plan urbain de Cheddar a été mis en œuvre au milieu du 19e siècle. Et inspiré par l'archéologie comportementale de Schiffer, l'intervention prolonge dans un dialogue captivant qui résonne avec l'idée de Aldo Rossi, selon laquelle la ville, comme le mémoire collectif de ses habitants, est tissée d'objets et de lieux. Cette perspective prend forme concrète dans la récréation d'un site archéologique. Et cette approche reflétait l'archéologie comportementale de Schiffer, où le comportement et l'interaction des personnes avec les objets et les lieux sont au cœur de la compréhension de leur importance historique. Nous avons l'intention d'intégrer l'usine dans le processus de l'urbanisme transitoire pour transformer la temporalité en permanence. Le concept ancré dans la structure existante de l'entrepôt, favorisant une connexion intime entre l'ancien et le nouveau, le passé et le présent, plutôt que d'imposer un design générique. On a adopté une approche minutieuse, semblant excaver le plan architectural de l'essence même de l'espace. Le design qui n'apparaît pas comme une imposition, mais comme une structure contextualisée qui semble entrer dans le cadre historique de l'entrepôt. C'est un dialogue architectural entre l'histoire et le contemporain, où le nouveau design ne fait pas ombre au vieux, mais le complète et accentue sur son charme inhérent. Cette approche architecturale ne se contente pas de préserver l'identité de l'entrepôt ou de l'usine, elle insuffle également à l'espace d'exposition un sens profond d'appartenance, un lieu qui semble avoir toujours existé dans les limites de racines historiques. Voici, vous voyez, les meubles présentés dans l'exposition ont été créés par des caisses de munitions, de canons anti-chars
datant de la guerre du Vietnam, découvertes dans l'usine. Des objets d'art ont également été fabriqués à partir des fragments récupérés dans l'usine, tels que des conduites de ventilation industrielle et d'autres matériaux savés. Et l'utilisation de riz métallique a non seulement apporté une intégrité structurelle, mais aussi a donné un sens de transparence et de dématérialisation à l'espace. Ces éléments fractales repris tout au long de la structure accentuaient le principe de dématérialisation, créant un jeu entre solidité et transparent. L'intégration des stratégies de réutilisation dans le projet reflétait un engagement à atténuer l'impact environnemental de l'urbanisation et favoriser un changement de paradigme vers une approche plus résiliente du patrimoine industriel. Au centre de l'exposition, l'espace fonctionne comme une plateforme d'engagement plus large. Il invite et encourage un exemple critique des méthodes de construction, des processus de rénovation ou des potentiels futurs du site par des efforts collaboratifs impliquant la communauté locale. Et grâce à ce projet, on a été invité pour reconstruire à la Biennale de Venise cette année, en adaptant le design dans le nouveau contexte à l'Arsenal. Donc on a pas mal modifié pour que ça soit contextualisé, en adaptant le riz, dématérialiser le riz comme une structure avec la lumière sur les deux murs. Je vais parler le deuxième projet qui s'appelle La Maison de la Forêt. C'était un projet avec une autre approche de reconversation, le patrimoine naturel, mais aussi de réorganisation des éléments de fait avec ce qui existe. Voici, c'est une série de cartes montrer le processus ou le changement du fleuve rouge. Le fleuve rouge a joué toujours un rôle central dans la formation de l'environnement bâti complexe de Hanoï. Au fil des ans, la forme du fleuve a constamment fluctué, évoluant de manière organique. En retour, l'écosystème de Hanoï a réagi de manière symbiotique. Chacun se développe une relation unique avec ses médians et ses flux. Et ces dernières années, les prééminences du fleuve a diminué, devenant un site de séparation. De nombreuses communautés riveraines se trouvent dans un état d'instabilité, menacées par les inondations et la pollution, et déconnectées de la croissance économique concurrente de Hanoï. Le fleuve agit à la fois comme un symbole de l'équilibre dynamique entre le contrôle humain et non humain, et comme un rappel de l'importance de s'adapter aux oscillations de la nature. Le site du projet qui s'appelle Beveux est un tiers paysage comme Gilles Clément, la notion de Gilles Clément a appelé. C'est un paysage oublié situé au cœur de Hanoï, un territoire qui sert d'interface d'une zone de transition entre la ville et la rivière,
le fleuve, entre l'environnement bâti et la nature, entre l'homme et la nature. C'est aussi le nœud interconnectant les monuments de l'époque coloniale du centre-ville et au-delà du fleuve Rouge. Se trouvant dans une zone nordique, c'est un endroit pour des développements informels, même illégaux, de la communauté immigrante. C'est une condition vulnérable socialement et environnementalement. Contradictoirement, le site est à la fois le seul endroit où on peut encore trouver la nature dans la ville d'Hanoï et aussi un dépôt de déchets de la ville. C'est-à-dire qu'il est à la fois un endroit inhabitable, mais aussi un endroit qui contient la biodiversité la plus riche de la ville. Et avec la communauté et des ONG, nous avons organisé plusieurs fois des événements de collecter de déchets et de nettoyer du site après des inondations. Et récemment, c'est le typhon Yari. Cette forêt urbaine abritant plus de 140 espèces d'oiseaux migrateurs et des variétés des plantes, y compris des flores indigènes et exotiques, possède une biodiversité riche qui reste largement inexplorée. Malheureusement, elle a été victime de vandalisme et envahissement par des espèces invasives. Le défi consiste de récupérer et de réutiliser ce patrimoine naturel pour le bénéfice des hommes et de la faune, sans compromettre l'intégrité du paysage. De plus, nous visons à révéler son identité cachée et de lui insuffler un nouveau sens. Une approche analytique utilisant des simulations aide à délimiter des frontières abstraites et à affiner les décisions programmatiques. Par exemple, là, entre les zones dédiées aux activités des hommes ou des animaux, basées sur la simulation des bruits ou pour déterminer la limite entre les zones pour les activités physiques ou de bien-être à travers la simulation des luminosité ou thermiques, ainsi que pour la conception d'un parcours surélevé. Donc, parallèlement, en abordant ce paysage comme un site archéologique, nous explorons ces complexités morphologiques pour intégrer harmonieusement des programmes adaptés. En adoptant une méthodologie contextuelle semblable à création naturelle, les programmes seront définis selon cette approche, comme si les lieux avaient été façonnés par la nature de manière programmatique. C'est une méthode que j'ai appris chez Jean Louvain sur des projets où on doit chercher des lieux emblématiques dans les paysages anonymes en Arabie Saoudite. Et au final, j'ai envoyé mon équipe de passer 2 semaines dans la forêt pour identifier et contextualiser des lieux emblématiques afin de pouvoir insérer des programmes architecturaux en suivant la morphologie formée par la nature. L'idée de percevoir la nature comme l'architecture n'est pas complètement nouvelle. On peut déjà la retrouver dans les esquisses de Leon Krier ou de James Wine. De la même manière, on considère que le projet est un géant musée à ciel ouvert. Nous avons pris le musée de la nature du Vietnam et l'avons décomposé programmatiquement, puis étalé, inséré dans le lieu emblématique en créant un parcours architectural dans la forêt, tout en préservant la morphologie existante.
Au cœur de notre stratégie se trouve la réorganisation de la nature park, l'élimination et l'utilisation d'un type de bois invasif que nous repensons pour construire des pavillons ou des structures capables sur le site. Conformément à la réglementation vietnamienne, cette zone est interdite à toutes les activités de construction parce que c'est une zone nordique. Il faut laisser tout naturellement pour que les eaux peuvent se couler facilement dans le cas d'inondation. Et c'est pour ça le seul moyen, c'est pour ça qu'on a eu le demande de clients pour faire quelque chose ici sans construction. On essaie de penser comment on peut jouer avec la réglementation à la manière le plus subtile. Donc réorganisation, c'est le seul moyen de construire ici. C'est-à-dire que on a utilisé les arbres existants et le transformer architectural, constituer une approche qui répond à la fois à la réglementation stricte dans la zone nordique et on essaie de construire, mais sans construire, de réorganiser tout ce qui est là, tout ce qui existe, pour donner une autre, on peut dire une autre identité et programmatique. Donc le résultat, c'est une série des structures capables et frugales seront réparties sur l'ensemble du parcours du site, enrichissant à la fois le parcours exploration à pied ou à vélo et offrant la nouvelle expérience de l'identité du lieu. L'entrée du site est marquée par un plateau plat où se trouve un centre d'accueil. D'autres pavillons sont stratégiquement situés dans les zones humides, isolées, dédiées aux habitats fauniques et aux sanctuaires d'oiseaux. La tour d'observation est située sur l'eau, créant un dialogue intime entre le site, le pont du Mer, le vieux quartier et le fleuve Rouge. En revitalisant progressivement le paysage par la réorganisation des éléments, en particulier les espaces envahissants, nous facilitons la résurgence de la biodiversité indigène. De plus, en intégrant des initiatives culturelles et éducatives, nous favorisons un sentiment de responsabilité et d'engagement communautaire, nourrissant à la fois l'environnement et le tissu social. Cette approche promeut la notion de soin envers le milieu endommagé, tant sur le plan naturel que social. Au-delà d'un simple forêt urbaine, la maison forêt incarne un processus transitoire. Le projet symbolise l'intégration de enrichissement culturel et des écosystèmes naturels. Il sert d'espace pour l'éducation, l'exploration et l'engagement communautaire, et favorisant une connexion profondeur plus profonde entre les hommes et la nature. Et le pavillon d'accueil fonctionne comme un nœud tissant les différents tissus urbains, informels et monumentaux entre la communauté et la nature. Ce n'est pas seulement un lieu pour les hommes, mais aussi pour la faune. Ce n'est pas une construction inchangeable, mais plutôt une structure capable de changer et de s'adapter avec l'environnement social et naturel. Avec le changement climatique, mais aussi le changement de l'usage en fonction du temps,
des différentes classes sociales et communautés. Le projet est basé aussi sur une sorte de l'intelligence collective impliquant la communauté dans le processus de la conception. Le travail pluridisciplinaire, on travaille aussi avec des écologistes pour choisir des plants natifs à transplanter pour régénérer le terre afin que la forêt native revienne. On travaille aussi avec l'Union des femmes pour maintenir le lieu. Et après, c'est les enfants ou et les personnes âgées seront les principales personnes à s'occuper du lieu. En conclusion, l'agriculture émerge comme une solution essentielle pour que la durabilité face à la rareté des matériaux et de l'énergie fait avec ce qui existe. Il repose sur une intelligence collective qui décentralise le pouvoir et permet aux communautés locales de prendre en main leur avenir. En favorisant l'adaptabilité, la réutilisation des ressources et la collaboration, l'agriculture offre des solutions sur mesure adaptées aux besoins spécifiques des territoires. Il ouvre la voie à un avenir plus résilient, respectueux de l'environnement et inclusif, en réinventant nos façons de concevoir et de vivre ensemble. C'est aussi le thème du pavillon français à la Biennale de Venise cette année. Merci beaucoup. Merci. Ça marche ou pas? Ouais. Ok. On passe. Je propose qu'on passe aux questions. Je fais circuler le micro. S'il vous plaît, je vous demanderai d'attendre le micro avant de poser votre question parce que comme on enregistre, on perd toutes vos questions si vous ne parlez pas dans le micro. Voilà. C'est un petit peu protocolaire, mais merci de. Oui, moi merci Trung pour ta conférence. Je voulais juste préciser que Trung intervient dans notre master P45 qui s'appelle les lignes du territoire, qui travaille cette année sur le delta du Mékong et les fours dragons du delta du Mékong. Et ce qui est très intéressant dans ton travail, Trung, c'est la manière dont tu arrives à être un peu alternatif à toutes les productions officielles, on va dire, et justement est très adaptatif, comment tu te faufiles entre les règles et comment tu profites effectivement de ce qui est déjà là dans le territoire et des forces en présence. Ma question, elle est comment justement tu arrives à faire accepter, entre guillemets, à organiser tout ça avec les politiques? Merci pour la question, Raphaël. En fait, il y a une chose que je dois préciser, c'est que le contexte du Vietnam, c'est assez différent qu'ici. C'est-à-dire que d'être un architecte pratiqué au Vietnam, c'est-à-dire que tu fais pas seulement l'architecture, mais tu fais l'autre chose aussi. Tu dois être activiste, tu dois être jardinière, tu dois être quelqu'un qui sait comment boire beaucoup de l'alcool, mais ça vaut mieux pas. Donc c'est ça je veux dire qu'il y a beaucoup de choses que je dois apprendre quand je rentre au Vietnam, c'est-à-dire que d'être ami avec les gens politiques,
euh, de passer des soirées qui n'a pas de sens du tout, juste pour avoir une permission de faire quelque chose pour eux. C'est-à-dire qu'on apporte quelque chose pour la communauté, mais en même temps, tu dois solliciter pour ça. Et j'ai eu la chance de travailler avec un district qui s'appelle Hoan Kiem. C'est un district central du Hanoï où le président du district, c'est aussi un architecte. Il est très cool et, on est très amis. Et c'est pour ça il comprend ce que je fais. Et aussi, j'ai compris ce qu'il a besoin pour la communauté. C'est pour ça les projets comme ça passe. Mais normalement, si je fais ce projet, le même projet, même idée, mais dans un autre district, ça passe pas. Et je pense que généralement, pour construire un projet architectural, il faut avoir la chance que beaucoup de choses soient alignées en même temps. Il n'y a pas de secret, c'est vraiment juste la chance et la résistance, je pense. Oui, et que tu sois force de proposition finalement. Tu n'attends pas qu'une commande te tombe sur le... Non, je pense si on attend la commande, on n'aura jamais des bons projets. Je veux dire que des projets comme ça, c'est vraiment moi qui cherche à l'avoir. C'est-à-dire que tu dois travailler gratuitement au début, mais maintenant, même si le projet est construit, je pense que des projets pour la communauté comme ça, c'est aussi comme un échange entre l'avantage économique et créatif. Et j'ai choisi ce parcours, c'est parce que j'ai pas trop de travailler sur les projets trop formels. Et en fait, je dois aussi prendre des commandes comme ça, mais je le montre pas parce que le résultat n'est pas toujours comme on veut. Et surtout dans le contexte du Vietnam, je pense que la plupart, genre 99% des gens n'ont pas besoin de l'architecte. Il y a beaucoup des architectes, même ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est l'architecture. Ils font toujours, enfin, il y a toujours une méthode de travail, c'est que les architectes donnent le design gratuitement et après on partage le budget avec le constructeur. C'est souvent ça. Tout est informel et très ad hoc aussi. Et on ne peut pas travailler de manière claire et clean dans un pays où l'ad hocisme est entré dans le ADN dans tous les niveaux. Oui, c'est quelque chose dont on peut prendre école ici, parce que finalement on est tellement sclérosé que c'est intéressant de voir des dynamiques comme la tienne ou qui repositionne complètement la manière d'être architecte en fait. On peut dire que tu es un architecte informel. Oui, je pense que c'est un architecte ad hoc. Je pense que quand je rentre au Vietnam, je dois apprendre une autre manière de comporter avec les clients et aussi avant je travaillais en France pendant
5-6 ans. Mais quand je rentre au Vietnam, je me sens comme un junior encore. Parce que la manière des phases qu'on fait ici, on suit un processus assez clair. Mais au Vietnam, non, c'est pas du tout la même chose. Mais aussi, c'est hyper intéressant parce que les choses bougent rapidement. Pendant 1 an, j'ai construit 2 projets déjà. Et je pense que ça, c'est aussi un avantage. Que si on sait comment jouer avec le feu, ça peut être intéressant. Ouais. Bonjour monsieur, j'ai une question, mais je ne sais pas comment formuler en fait. Justement, quand on voit la morphologie urbaine à Hanoï, on peut voir que c'est une espèce assez chaotique qui sort avec aucune réglementation. Et c'est vrai que c'est des tissus urbains construits par des peuples d'une manière assez libre, ou je ne sais pas s'il y a une réglementation pour ça. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Hanoï aujourd'hui souffre tous les problèmes, par exemple la surpopulation, la surdensité, la pollution, c'est à cause de cette morphologie urbaine qui part dans l'extrémité. Et juste, moi j'ai beaucoup de remarques quand je vais à Hanoï parce que je vais de l'aéroport jusqu'à le centre-ville et je peux voir 2 ambiances différentes entre le nouvel quartier dans le périphérique et le quartier de Hoàng Kim. C'est que dans le périphérique, on a des nouveaux bâtiments très hauts, des appartements, tout est bien planifié. C'est assez marrant dans un pays socialiste dirigé par le Parti communiste d'avoir une telle manifestation capitaliste assez forte. Et là, dans l'ancien quartier, on a des maisons, des extensions parfois illégales et ça pose problème. En tant que jeune étudiant, architecte, moi je suis aussi vietnamien. On est rendu dans ce contexte-là, on pose pas des questions et j'ai l'impression que il n'y a pas une solution pour ça. Parce que moi, je viens de Ho Chi Minh Ville et c'est à peu près la même solution. Genre, les gens, ils construisent juste des racines au-delà de la ville et le centre, tu as des quartiers comme ça. Et je sais pas, vous en pensez quoi de mes questions? Je sais même pas si je suis clair. Alors, je peux dire directement que j'ai pas de solution pour ça. Et je cherche même pas des solutions parce que je pense que ça, c'est des solutions. Je veux dire que l'espace chaotique, informel, la morphologie qu'on a maintenant, il semble chaotique, mais je pense que ça, c'est le résultat des générations après générations. C'est la façon que les gens ont trouvé pour le plus efficace pour le contexte donné. Et je pense pas que c'est un problème à résoudre, mais c'est plutôt, il faut qu'on mette en valeur l'aspect le plus positif et diminuer ce qui est moins positif, on peut dire négatif. C'est vrai qu'à Hanoï, il y a beaucoup de... bien sûr, Hanoï et Ho Chi Minh, c'est assez différent parce que c'est à cause de l'histoire politique, etc. Donc la morphologie urbaine de la ville sont aussi différentes. La mentalité des hommes sont différents aussi. Les gens au sud sont beaucoup plus ouverts parce que en fait, Ho Chi Minh Ville, c'était un terrain libre. Hanoï, c'est un citadelle. Donc les gens ont une mentalité de se protéger.
d'avoir peur tout ce qui est de l'extérieur du mur. Et les gens de Saigon, non. C'est comme les États-Unis. Les gens viennent et il n'y a pas d'identité. L'identité, c'est sans d'avoir l'identité. Donc la vie, c'est aussi beaucoup différent. C'est beaucoup plus... les rues sont plus larges. L'architecture, c'est aussi beaucoup différent. L'architecture dans le sud, c'est beaucoup influencé par le modernisme. Et même modernisme peut être considéré comme une forme de l'architecture vernaculaire dans le sud. Comme dans le livre de Mershank, il a même dit que voilà, c'est une branche de modernisme, modernisme tropical. Ça rentre dans la racine de l'architecture du Sud. Même si vous voyez dans les villages, à la campagne du Sud, à Kenter par exemple, ou à Vĩnh on voit que les gens construisent des maisons rurales, mais modernisme, avec tu vois, tous les points de modernisme, mais adaptés à la condition tropicale. Et à Hanoï, c'est pas du tout pareil. Le modernisme à Hanoï, c'est plutôt influencé du soviet, et après il y a les beaux-arts, l'architecture coloniale. Hanoï, enfin Vietnam comme vous dites que c'est un pays socialiste, mais en fait c'est beaucoup plus capitaliste qu'en France. C'est capitaliste rouge sous le même régime politique, mais dans la partie socialiste, il y a beaucoup de sous-parties, on peut dire. Donc, après 1987, c'est l'ouverture du pays pour avoir le marché ouvert, excepté tous les investissements étrangers. Et ça donne la chance pour que les capitalistes rouges, c'est un peu comme les Japonais en Corée du Sud, qu'ils ont des contacts assez proches avec le gouvernement, de se développer, de capitaliser et monopoliser, je veux dire. C'est comme le Vin Group ou Sun Group. Donc c'est eux qui sont des acteurs déterminer le paysage urbain. C'est pas des architectes. C'est eux qui ont construit des nouveaux quartiers avec des gratte-ciels. C'est pas nous. C'est les architectes. À la fin, je pense que le rôle des architectes, c'est assez petit dans l'ensemble de la création de l'espace urbain dans le contexte du Vietnam. Parce que le rôle d'architecte ou notre métier n'est pas du tout considéré comme quelqu'un qui donne la direction ou qui dirige le développement du pays ou de la ville. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Voilà. Merci beaucoup. Et donc du coup, j'ai l'impression que finalement, les vieux quartiers dans des villes vietnamiennes, ça reste que des valeurs du passé, et tout ce qui détermine notre économie, c'est plutôt par des grandes entreprises. C'est une grande question. On a besoin d'une autre conférence pour ça. Et en plus, je suis pas économiste. Même si architecte, on doit porter plusieurs casques, mais je veux pas être économiste pour répondre à la question. Et juste dernière question,
parce que j'aimerais bien savoir si tu fais partie de je ne sais pas comment on peut traduire ça en français, de bureau des architectes au Vietnam. De quoi? Pardon. De, En vietnamien. giống như là giống như hội liên hiệp phụ nữ thì chúng ta có hội liên hiệp kiến trúc sư Ah, ở c'est Việt Nam. l'association d'architectes Oui, vietnamiens? voilà. Non, je ne fais pas partie. Et est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce qu'ils font normalement Oui, beaucoup de fêtes. Ouais. Et les tournages de foot et des WOF. Ah, Ouais. C'est ça qu'ils font. Et spéculer je vois, des projets immobiliers. d'accord, Ils ne protègent pas ton métier. d'accord. C'est- Dans les pays où l'ordre des architectes n'existe pas, ça veut dire que le métier d'architecte n'a pas une proéminence dans la construction et qu'on ne fait pas En fait, ça souvent appel existe, aux ça architectes. existe. Ah, ok. Ouais, ça existe. Justement, ça fonctionne pas comme ici. Je veux dire que il y a toujours, enfin, il y a la loi, il y a la réglementation, il y a tout. Justement, ça fonctionne pas. C'est comme tous les autres aspects dans les pays communistes, genre, entre guillemets. C'est-à-dire que il fait pas ce qu'il doit faire. Les gens voient ça comme une chance d'avoir le pouvoir pour capitaliser, pour utiliser la position qu'il a dans l'association pour créer des connexions, pour capitaliser. Mais je veux dire qu'il n'y a pas vraiment une étude de pratiquer l'architecture au Vietnam. Et c'est assez triste, mais les gens qui veulent travailler à manière correcte n'ont pas de place dans ce pays. Est-ce que c'est aussi par le fait que comment les gens ils voient le métier parce qu'on est d'accord que l'architecture en France ça fait partie de ministre de la culture, alors que l'architecture au Vietnam c'est sous la direction du ministre de l'infrastructure. Donc ça De la part construction. plutôt dans une idée de un peu consumériste. Plutôt que des vraies mises en valeur, des choses plus philosophiques. Possible. Je pense que même les gens qui travaillent pour que la ministre, je pense qu'ils ne pensent pas que l'architecte, c'est un métier qui peut aider de développer le pays. La plupart des gens, je pense qu'il y a aussi une influence assez profonde, profondément de l'éducation des beaux-arts de l'époque coloniale. Donc, et ça continue jusqu'à maintenant. Donc au Vietnam, c'est un des pays qui maintient toujours des exemples d'entrée avec genre, beaucoup de dessinés, de réalistique, on veut dire. Et dans l'éducation, dans les écoles d'architecture du Vietnam, c'est encore très
conservateur, on peut dire. Les étudiants apprennent toujours que le dessin aquarelle, de dessiner, de faire des croquis, etc. Et la valeur qu'il obtient après 5 ans d'études, c'est qui peut imiter mieux que les autres. Donc le concours d'entrée, c'est de faire les dessins réalistiques, de imiter. Pendant 5 ans, c'est aussi apprendre à développer des compétences, genre 3D, 2D. Mais c'est vraiment une éducation qui te transforme dans en une machine, on peut dire que systématiquement faire des choses au lieu de... C'est vraiment contradictoire avec les valeurs qu'on apprécie dans l'architecture ou dans les autres métiers créatifs, c'est de créer. Mais au Vietnam, c'est plutôt de ne pas créer, c'est de imiter, c'est de faire des choses qui aient déjà existé. Ouais, juste, toi, tu as la chance d'avoir ce double regard français et vietnamien. Moi, ce que je me dis comme ça, c'est que on est dans deux situations très contrastées. Une où il y a très peu de réglementation et où on est obligé d'être très agile, etc. Puis l'autre où on est surréglementé. Et je me dis que ton processus de projet, finalement, il est peut-être intéressant et efficace dans ces deux situations contrastées. J'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. Oui, comme je t'ai dit, j'ai toujours des projets en France et la plupart des projets au Vietnam, bien sûr. Mais je pense que j'ai un double regard sur les deux milieux. Mais ça, c'est aussi un désavantage parce que parfois je sais pas, genre, je se confronte aussi. Parfois, quand je travaille sur le projet au Vietnam, je suis les processus très rigides de comporter avec le client de manière très nette, très claire, professionnelle. Et c'est inutile. Et pour le projet en France, parfois je fais à la manière assez flexible. Et aussi, j'ai des clients qui se plaignent parce que, par exemple, je réponds rarement aux emails. Je préfère de texter sur WhatsApp. Et au Vietnam, les gens n'utilisent jamais des emails. C'est toujours sur Messenger ou il y a un autre app vietnamien. Mais c'est pour ça que je pense que c'est un peu comme on parle plusieurs langues. Parfois on se confond le comportement quand on parle. Quand je parle français, je me sens différent quand je parle vietnamien. Mais par exemple, si je parle avec un Vietnamien qui parle français, c'est pas pareil que je parle avec un Français qui parle vietnamien ou un Français qui parle anglais. Donc ton cerveau doit continuer à s'adapter. Ça me rappelle un théorie de fast landscape et slow landscape que mon prof en Allemagne qui m'a appris. C'est-à-dire quand il dit que quand on marche au bord de la mer, notre cerveau ne change pas parce que le paysage ne change pas. Donc ça, c'est le slow landscape. Mais quand tu marches dans la ville, comme New York, tous les minutes ou tous les 30 secondes,
les bâtiments changent. Et ton cerveau doit s'adapter, doit changer aussi. Donc ça, c'est fast landscape. Et je pense que pareil pour que la question de la langue ou la question de changer le milieu professionnel, il faut que ton cerveau soit adapté dans chaque contexte. Voilà. Bon, mais j'ai l'impression qu'on a fini la conversation. Merci infiniment, Trump, pour ta super intervention. Merci à vous aussi. Merci.